Bienvenue au webinaire Numéa, démarrer avec le logiciel IBM SPSS Statistique. Donc, le but aujourd'hui, c'est de faire un survol, de démarrer avec le logiciel, de vous donner quelques trucs astuces pour que vous soyez à même de pouvoir débuter votre apprentissage. L'autre objectif aussi, c'est vous êtes probablement en magasinage ou d'un logiciel pour faire l'analyse de vos données. Donc, je vais vous faire un bon survol des possibilités qu'offre IBM SPSS Statistique pour que vous soyez en mesure d'évaluer si ça correspond bien à vos besoins. Alors, on commence tout de suite avec un tour d'horizon de notre logiciel. Donc, pourquoi on utilise IBM SPSS Statistique? En fait, oui, on va faire nos analyses, mais avant de faire les analyses, on a des étapes de préparation des données. Le logiciel est adéquat pour construire les nouvelles variables, sélectionner nos observations. Ensuite, effectivement, on peut produire des tableaux de statistiques descriptives, donc on a les commandes adéquates pour le faire. Il existe aussi une portion de programmation à l'intérieur du logiciel qui nous permet d'automatiser des tâches répétitives. On peut aussi utiliser des fonctionnalités d'analyse statistique. Donc, c'est un logiciel assez général qui vous permet à la fois de faire vos tests d'hypothèse, de faire des tests non paramétriques et même de faire des modèles multivariés. Il y a un aspect graphique qui est très bien développé en SPSS, donc vous pouvez produire vos graphiques pour illustrer vos données et vous pouvez gérer des bases de données volumineuses. Que vous ayez des petits échantillons ou beaucoup de données à analyser, c'est un logiciel qui va répondre adéquatement. On ouvre le logiciel. C'est quoi la vue qu'on a exactement? Donc, en numéro 1, on a une vue sur un fichier de données. Donc, obligatoirement, vous avez un fichier de données qui est celui que vous voulez analyser, qui va être ouvert dans votre logiciel, ici. Ensuite, lorsque vous produisez des résultats en SPSS, ces résultats-là vont être envoyés dans une seconde fenêtre, une fenêtre de résultats qui s'appelle le IBM SPSS Statistic Viewer, dans lequel vous allez y retrouver là, les différents tableaux que vous produisez. La fenêtre numéro 2, qui est la programmation SPSS, n'est pas obligatoire lorsque vous travaillez avec le logiciel, mais si vous voulez travailler avec la syntaxe, le programme va s'écrire dans une fenêtre qui est différente. Ces trois types de fichiers-là peuvent être sauvegardés. Donc, vous pouvez à la fois sauvegarder vos données, ça va être une extension .sav. Si vous avez écrit un programme, vous pouvez le sauvegarder aussi. Et vous pouvez même sauvegarder vos résultats ou certains vont préférer simplement exporter les résultats qu'ils produisent. Le grand avantage du logiciel SPSS, c'est que vous avez accès à des menus. Donc, vous pouvez faire toute votre manipulation de données, toutes vos analyses sans avoir recours à de la programmation. Donc, vous avez des menus qui vous donnent accès à des boîtes de dialogue qui s'utilisent très facilement. Donc, on va faire un petit survol des menus pour débuter. Ensuite de ça, on va aller faire une démonstration, puis on va voir certaines des commandes. Donc, dans le menu Données, je vais retrouver en fait toutes les commandes qui vont me permettre de manipuler mes fichiers de données. Donc, par exemple, si j'ai des fusions à faire, si j'ai de l'agrégation ou si j'ai de la sélection de certaines observations. Dans le menu Transformer, ça, c'est les commandes qui vont permettre de créer mes nouvelles variables. Donc, comment je calcule les valeurs qui vont se retrouver dans ces nouvelles variables-là. J'ai plusieurs commandes qui vont me permettre de le faire. Sous le menu Analyse, bien là, vous avez évidemment tout l'aspect analyse statistique. Donc, autant les analyses descriptives que les tests d'hypothèse, que les tests non paramétriques ou même les modèles multivariés. Il y a un menu consacré uniquement aux graphiques, donc à l'intérieur duquel vous trouvez tous les diagrammes disponibles. L'utilitaire, bon, quelques petites commandes additionnelles, dont une qui est particulièrement intéressante pour aller chercher de l'information sur votre fichier de données sur certaines variables. Et finalement, l'aide qui vous donne accès à de l'aide en ligne directement. Et on va en parler là, à la fin du webinaire. Vous avez probablement remarqué
précédemment que je vous ai mis 2 captures d'écran. On va aller voir ensemble ici. Une capture où on voit l'interface en français à gauche et à droite, on voit l'interface qui est en anglais. Donc, vous pouvez mettre l'interface dans la langue de votre choix. Vous pouvez, pour le faire, aller dans les options d'SPSS. Ça va être sous le menu Édition. Et dans Langue, dans Interface utilisateur, bien, vous avez un menu déroulant avec plusieurs choix, dont français et anglais. Que vous fassiez un choix ou un autre, les commandes restent les mêmes. Okay? On va démarrer avec SPSS en 12 leçons. Donc, je vais basculer bientôt là, dans le logiciel avec vous, puis on va voir différentes fonctionnalités. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir Excel en premier, où là, j'ai mis un petit jeu de données. Parce qu'évidemment, quand vous n'êtes pas un utilisateur d'SPSS, ça se pourrait que vos données, vous les ayez présentement dans un autre type de format. Si je suis dans un format Excel, bien évidemment, je vais devoir importer mes données pour pouvoir les analyser en SPSS. Bon, une fois qu'on va avoir fait cette étape-là d'importer nos données, on va être rendu à la leçon 2, où là, on va voir c'est quoi les caractéristiques d'un fichier de données en SPSS exactement. Donc, on va naviguer là-dedans. Puis, on va voir l'aspect d'édition des variables. Donc, je vous explique le tout un peu plus tard. Ensuite, on va évidemment vouloir créer des nouvelles variables, mais il y a certaines petites règles à respecter. C'est ce qu'on va voir dans la leçon 4. Et dans les leçons 5 et 6, là, on va créer des nouvelles variables, d'une part avec des fonctions disponibles dans le logiciel et d'autre part avec une commande qui nous permet de recoder une variable. On va voir qu'on peut utiliser des noms courts pour identifier les différents jeux de données avec lesquels on travaille durant une session de travail dans le logiciel. Et ça va nous servir particulièrement lorsqu'on veut sélectionner certaines observations. Donc, si on veut travailler sur un sous-groupe d'observations, on veut se créer un nouveau jeu de données qui va contenir le sous-groupe en question. À la leçon 9, on va maintenant produire nos statistiques descriptives. Et à la leçon 10, je vais faire un survol du menu où vous avez l'ensemble des possibilités pour faire vos analyses statistiques. Donc, on passe rapidement, on va voir qu'effectivement, on y retrouve les commandes nécessaires pour nos tests d'hypothèses et pour nos modèles multivariés. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est la syntaxe exactement, donc c'est quoi nos possibilités de programmation, puis brièvement, pourquoi on s'intéresserait à cette particularité-là de SPSS. Et finalement, comment en apprendre davantage, bien évidemment, je vais vous orienter vers le menu d'aide qui est accessible en SPSS. Alors, je vous amène dans Excel où j'ai mis un petit jeu de données ici. Donc, mon jeu de données, c'est important de la façon que je l'ai structuré, c'est-à-dire que vous voyez qu'en première ligne, j'ai écrit les noms de mes différentes variables. Et ensuite, sur les lignes suivantes, ce sont différentes observations. Fait que finalement, mes variables sont positionnées en colonne. Fait que cette façon de structurer mon fichier de données est quand même assez importante pour que la lecture se fasse adéquatement une fois que je suis dans le logiciel SPSS. Si on regarde, qu'est-ce qu'on a ici? Bien, en fait, c'est un petit jeu de données fictif là, pour vous faire un exemple aujourd'hui. Ce sont 30 étudiants en administration. Vous avez en première colonne le matricule. En deuxième colonne, le programme. Donc, 1, 2, 3. Donc, évidemment, c'est une codification. On va voir qu'est-ce que veut dire chacun de ces codes-là. La session, bon, en fait, ces étudiants-là ont un tronc commun à faire. Ce tronc commun-là, ils l'ont fait soit à l'hiver 2020 ou à l'automne 2020. Donc, c'est identifié dans la colonne C. Les colonnes D, E, F, G et H contiennent les notes obtenues aux 5 cours du tronc commun. Okay. On remarque que pour le cours 1, on a certaines cellules où il n'y a pas d'informations, il n'y a pas de notes pour ces étudiants-là. Donc, évidemment, c'est des valeurs manquantes. Hein?
Et en colonne H, pour le cours 5, on remarque que certains étudiants ont eu une note de 9,99. Évidemment, bon, si on regarde rapidement, les notes sont sur une échelle qui varie de 0 à 100. Donc, 9,99 étant supérieur à l'échelle valide, c'est une valeur invalide. C'est un code qu'on a donné pour les étudiants qui ont abandonné le cours. Donc, ça, c'est important de prendre ça en note. Puis on va voir comment on peut gérer ce genre de code-là en SPSS. Je bascule vers le logiciel maintenant. Donc, j'ai préalablement ouvert le logiciel. Je suis dans un jeu de données ici où j'ai aucune observation, donc un jeu de données vide. L'objectif que j'ai, c'est d'aller lire mon jeu de données. Donc, je vais dans File ici. Je vais aller dans Ouvrir et Data. Alors, il va me proposer tout d'abord d'ouvrir un fichier .sav, c'est-à-dire un fichier qui est déjà dans le format SPSS. Ce n'est pas ce que je veux faire. Moi, je veux aller ouvrir un fichier qui est dans un autre format. Alors, je vais utiliser la bande déroulante pour aller me positionner sur Excel simplement. Donc là, je peux voir, je suis déjà dans le bon sous-répertoire. Fait que j'accède directement à mon fichier de données qui s'appelle Administration. Fait que je sélectionne Administration et je vais faire Open. J'ai une deuxième fenêtre de dialogue qui vient d'ouvrir. Donc, en haut, dans Worksheet, vous avez la plage de données qui va être lue. Si ça ne correspond pas à ce que vous voulez lire, vous pouvez faire des modifications. Ensuite, on avait regardé déjà au préalable en Excel et j'avais mentionné que la première ligne correspondait au nom de variable. Si ce n'est pas le cas, il y a peut-être un changement à faire. Donc, si j'ai un crochet pour dire de lire mes noms de variables en première colonne, en première ligne plutôt. Autre élément important, faites attention si vos données sont dans un logiciel comme par exemple Excel, comme on fait dans l'exemple ici. Si vous avez une variable qui est numérique et qu'il y a certaines valeurs manquantes, puis que vous avez utilisé un code comme ND, par exemple, qui serait de la chaîne de caractères, bien, si ça dépasse 5 des observations qui auraient un code alphanumérique, bien, votre variable va être lue comme une variable de type chaîne de caractères et non pas une variable de type numérique. Ici, le 95 nous mentionne qu'effectivement, on accepte qu'il y ait 5 des observations pour lesquelles on lirait autre chose que du numérique. Mais si vous voulez, vous pouvez faire des modifications. Si vous voulez permettre qu'il y ait 50 des cellules qui peut y avoir des chaînes de caractères malgré le fait que c'est du numérique, vous pouvez le changer ici. On fait OK. Et nos données sont lues. Comme ils étaient bien positionnés, comme ils étaient bien structurés dans Excel, la lecture s'est faite adéquatement ici. En général, SPSS est quand même assez bon pour lire des fichiers Excel. Alors, en SPSS, petite particularité sur les données, les jeux de données, quand vous êtes dans la vue des données ici, vous avez accès à l'ensemble des observations et les valeurs pour l'ensemble des variables. Vous pouvez faire des modifications directement dans le jeu de données. C'est-à-dire que, par exemple, mon étudiant Y144, qui est le dernier étudiant en bas, si je veux faire une correction, donc au cours 1, il n'y a pas eu 77, mais il y a plutôt eu 79, je peux venir manuellement faire le changement. Si j'ai un nouvel étudiant que je veux ajouter, bien, je peux aussi manuellement venir ajouter un étudiant. Par exemple, D899, il est dans le programme 2 à l'hiver 2020 et j'ai ses notes, donc il y a 67, 89, 78, 65 et 82. Alors, je peux ajouter comme ça une nouvelle observation de façon manuelle. Je peux aussi décider que cette nouvelle observation-là, finalement, je ne la veux pas, je la supprime. Donc, je sélectionne la ligne au complet, je clique droit sur ma souris et je fais Clear pour éliminer la ligne en question. Évidemment,
il faut être prudent, il faut s'assurer qu'on fait les bonnes manipulations là, pour ne pas venir ajouter de l'erreur aux données sur lesquelles on va venir faire des analyses. Je vais basculer dans l'autre onglet pour avoir une vue sur mes variables. C'est-à-dire qu'ici, je vais avoir la liste de mes variables en première colonne et les caractéristiques reliées à ces variables-là dans les colonnes suivantes. Ici, on a deux variables, matricule et session. Si je reviens à la vue des données, vous voyez qu'il y a des lettres à l'intérieur du contenu de ces variables-là, donc ils ont été identifiés comme des variables de type chaîne de caractères, tandis que les autres variables, c'est juste des chiffres, donc ils ont été identifiés comme des variables numériques. Donc, quand on regarde le type de variable, c'est effectivement ça qu'on a, string ou numérique. Si ce n'est pas adéquat, on peut faire un changement. Donc, vous pouvez utiliser une boîte de dialogue avec plusieurs autres possibilités pour venir identifier le bon format. On peut gérer la longueur et le nombre de décimales désirées. On voyait entre autres que pour les notes de nos étudiants, il n'y avait aucune décimale, c'est des chiffres entiers, raison pour laquelle il n'y a aucune décimale d'affichée. S'il pouvait y avoir des décimales et on voulait avoir un visuel sur les décimales, on pourrait venir modifier ici le nombre de décimales désirées. La colonne Label nous permet d'ajouter un libellé à nos variables. Donc, par exemple, ici, dans Programme, bien, je pourrais venir écrire Programme d'études. Pourquoi je veux faire ça? Bien, en fait, les variables, on le verra un petit peu plus tard, on a certaines contraintes sur les noms qu'on peut leur attribuer. Puis souvent, c'est des noms relativement courts qui donnent plus ou moins d'informations. Donc, on va ajouter de l'information, on va mettre une phrase complète dans la colonne libellée. Ça va nous permettre de produire des tableaux sans avoir besoin de les reformater pour qu'il y ait l'information complète en bout de ligne. Donc, par exemple, ici, si je regarde au niveau de mes cours 1, 2, 3, 4 et 5, ça ne me dit pas grand-chose sur c'était quoi le cours en question. Donc, par exemple, ici, ce serait un cours 1, un cours de ressources humaines. Donc, je peux venir mettre le titre du cours pour avoir l'information complète. Même chose, dans la colonne Value. Certaines variables, c'est le cas pour le programme, on va utiliser des valeurs numériques pour codifier la variable, mais en fait, ces valeurs-là numériques vont faire référence à une certaine catégorie. Donc, par exemple, le programme, on voyait les valeurs numériques 1, 2, 3. Lorsqu'on va vouloir créer nos tableaux par la suite, on aimerait mieux avoir le nom du programme en question. Donc, on va venir dans Value. Et on va venir indiquer pour chaque valeur quel est le libellé associé. Donc, 1 serait finance, fait que les étudiants qui étudient en finance. 2 serait comptabilité. Et finalement, 3 serait marketing. Évidemment, avec la fenêtre de dialogue ici, je peux aussi retirer certains libellés. Je peux en modifier s'il y a des changements à faire. Okay. Je suis rendue à la colonne Missing. Je vais vous parler maintenant des valeurs manquantes. Je vais rebasculer en vue des données. On avait déjà vu en Excel précédemment qu'il y avait certaines cellules vides. Lorsque j'importe mes données maintenant en SPSS, ce que je vais voir sur ces cellules-là, c'est plutôt un point dans la cellule. Donc, le point en SPSS correspond à mes valeurs manquantes système. Okay? Évidemment, c'est des valeurs, si je fais la moyenne de cours 1, qui vont être ignorées. Là où il y a une petite astuce additionnelle, c'est pour cours 5. Hein? On avait déjà vu que les 999 étaient plutôt un code qu'une valeur valide. C'est un code qui identifie mes étudiants qui ont abandonné le cours. Donc, si je fais la moyenne de cours 5, je ne voudrais pas considérer ces valeurs-là à l'intérieur de ma moyenne. Hein? Ça la ferait augmenter
de façon non pertinente parce qu'en fait, ce n'est pas des notes, mais c'est plutôt des codes. Alors, je vais les déclarer comme étant des valeurs invalides ou plutôt, on va appeler ça des valeurs manquantes usagées. Alors, je reviens à ma vue des variables sous la colonne Missing et sur la ligne de cours 5, je vais dans la cellule ici, j'appuie sur le cube pour avoir accès à la boîte de dialogue qui va me permettre de le faire. Je pourrais avoir jusqu'à 3 codes différents. Là, j'en ai juste un, fait que je vais venir l'indiquer ici, 999, et je vais faire OK. Alors, à ce moment-là, on le verra en produisant nos statistiques descriptives que ces observations-là vont être considérées comme des valeurs manquantes et ne seront pas prises en considération dans des calculs comme la moyenne ou l'écart type. Maintenant, je veux créer une nouvelle variable. Bien, je peux le faire ici de façon manuelle. Fait que, par exemple, je vais créer une variable que je vais appeler moyenne. De façon automatique, le reste des colonnes qui correspond aux attributs de cette variable-là se génère et puis automatiquement, on voit que SPSS nous a généré une variable numérique de longueur 8 avec 2 décimales. Donc, si j'avais l'intention d'entrer des caractères, plutôt, bien, je peux venir faire le changement. Je vais basculer en vue des données et là, je pourrais, si j'ai des valeurs à entrer, effectivement, entrer mes valeurs manuellement, comme par exemple 80, 60. Là, vous voyez, il y a 2 décimales, donc je vais voir la valeur des 2 premières décimales ici. Je pourrais décider de façon manuelle aussi directement dans mon fichier de données de venir supprimer ma variable. Donc, je sélectionne la colonne avec le menu contextuel ici. Je vais faire Clear pour supprimer cette nouvelle colonne-là. On va rester dans le sujet de la création de nouvelles variables, mais on va maintenant utiliser des fonctions. Fait que je vais aller dans mes menus, le menu Transform ici. J'ai une commande qui s'appelle Compute, qui me donne accès à une boîte de dialogue qui va me permettre de faire la création de la nouvelle variable que je vais vouloir créer. Alors, Target Variable fait référence au nom que je vais donner à cette nouvelle variable-là. Donc, je vais l'appeler moyenne, barre soulignée, opérateur. Bon, pourquoi j'ai mis une barre soulignée? Petite chose à considérer, quand vous choisissez le nom d'une nouvelle variable, il y a certaines règles, dont la règle qu'il ne faut pas mettre d'espace. Donc, si vous choisissez un nom comme je l'ai fait, qui est composé de 2 mots, bien, on pourrait mettre un symbole entre les deux, comme la barre soulignée. L'expression numérique, ça va me permettre d'aller mettre le calcul qui va permettre de calculer les valeurs à l'intérieur de ma variable. Fait que je vais utiliser des opérateurs pour calculer la moyenne de chacun de mes étudiants aux 5 cours du tronc commun. Fait que pour ça, si je veux calculer la moyenne pour un étudiant, on s'entend qu'il faut faire la somme de cours 1, cours 2, cours 3, cours 4, cours 5 et venir diviser par 5. Donc, ma somme, je vais l'encadrer de parenthèses, ici. Dans la fenêtre de gauche, vous avez accès à toutes les variables du jeu de données pour faire votre calcul. Alors, on va aller les chercher une à la fois. Donc, j'amène cours 1 ici, dans l'expression numérique. Je veux additionner cours 2. Donc, je vais aller dans la calculette du centre, chercher le symbole d'addition. J'amène cours 2. Donc, je vais répéter la même chose là, avec mes 5 cours ici, en mettant le symbole d'addition entre chaque. Comme ça. Bon, je vais sortir de ma parenthèse. Je vais aller chercher maintenant le symbole de la division. Et on va venir diviser par 5. Là, évidemment, je suis venue cliquer dans la calculette du centre. Vous pouvez aussi utiliser le clavier pour faire tout ça. J'ai terminé d'écrire mon expression numérique. Je vais faire OK. Alors, je reviens ici.
j'ai une colonne qui s'est ajoutée à la fin de mon jeu de données avec le résultat. C'est encore une fois une variable avec 2 décimales. Même chose, je pourrais venir modifier le format de ma variable si ça ne me convient pas. Et ce que je constate, c'est que pour certains étudiants, j'ai des valeurs manquantes. En fait, dès qu'il y avait une valeur manquante parmi les 5 cours, le résultat de la moyenne est manquant en bout de ligne. C'est le cas, par exemple, pour mon premier étudiant. Le 999, on l'a déclaré comme une valeur manquante usagée. Donc, oui, il y a présence d'une valeur manquante, alors le résultat est manquant. Je vais refaire le même exemple, mais cette fois-ci, je vais utiliser des fonctions disponibles dans SPSS pour refaire mon calcul. Donc, je retourne exactement dans la même boîte de dialogue, donc sous le menu Transform, Compute. Et si on remarque, SPSS va toujours garder en mémoire ce qu'on a fait à l'étape précédente. Si je veux recommencer autre chose, j'utilise le bouton Reset en bas. Alors, je vais créer une nouvelle variable que je vais appeler cette fois-ci moyenne, barre soulignée FCT pour fonction. Et je vais aller me servir des fonctions que vous avez complètement à droite. Les fonctions, en fait, si vous voulez avoir accès, vous choisissez une catégorie ou vous choisissez All pour voir l'ensemble des fonctions disponibles dans la boîte du bas. Bon, la recherche devient un petit peu plus laborieuse parce qu'on a vraiment toutes les fonctions existantes. Elles sont classées par ordre alphabétique. Donc, si on sait sous quelle catégorie on veut rechercher, on est mieux de se limiter à la catégorie en question. Donc, nous, on va rechercher dans la catégorie statistique. Et là, on se limite à cofonction statistique, dont la moyenne, ce qui est la fonction qu'on veut utiliser. Donc, la fonction, c'est mean. Une fois que je l'ai choisie, je vais avoir un descriptif de cette fonction-là dans la boîte centrale. Ça me permet de savoir qu'est-ce que la fonction fait en question, puis comment l'utiliser. Je sais que c'est la fonction qui m'intéresse, alors j'utilise la flèche ici au centre pour amener ma fonction dans mon expression numérique. Ici, je vais avoir 2 points d'interrogation. En fait, les points d'interrogation doivent nécessairement être remplacés par les valeurs que je vais me servir pour faire ma moyenne. Pourquoi 2 points d'interrogation? Bien, une moyenne va se faire pour un minimum de 2 éléments. Je ne ferai pas la moyenne d'un seul élément, c'est minimum 2, mais je peux faire la moyenne de plusieurs choses aussi. Donc, on va commencer par remplacer le premier point d'interrogation par cours 1 que je vais aller chercher à gauche et que j'amène dans mon expression numérique. Je vais aller effacer mon deuxième point d'interrogation, puis je vais aller chercher cours 2. Constatez qu'il y a une virgule entre les deux. Si je veux ajouter d'autres variables avec lesquelles faire la moyenne, je dois ajouter une virgule et aller chercher, là, je vais chercher cours 3 en troisième variable. Ensuite, je mets une virgule, je vais chercher cours 4. Une autre virgule et finalement cours 5. J'ai terminé mon expression numérique. Je vais faire OK. Et j'ai une nouvelle colonne toujours à la fin de mon jeu de données qui est venue s'ajouter. Pour les observations pour lesquelles on avait calculé une moyenne avec les opérateurs, évidemment, on a exactement le même résultat, mais là, on constate qu'on a aussi des valeurs qui ont été calculées lorsqu'il y avait une ou plusieurs valeurs manquantes pour l'étudiant. En fait, si j'utilise des fonctions statistiques, la fonction va être appliquée sur les valeurs valides. Donc, on ignore cette fois-ci les valeurs manquantes. Donc, par exemple, pour l'observation numéro 2, où j'ai une moyenne de 58,33, il s'agit de la moyenne du cours 2, du cours 3 et du cours 4. Donc, de 66, 64 et 45. Dans les cours universitaires, on a souvent l'habitude de convertir nos notes en notes littérales. Finalement, de prendre une variable, je vais prendre cours 2, puis on va venir la recoder de sorte à avoir les notes A, B, C, D et E.
Pour m'aider à recoder une variable, je vais aller chercher la variable, la commande recode ici, puis je vais recoder dans une nouvelle variable, hein, parce que je ne veux pas écraser le contenu actuel de mon cours 2, hein, je veux vraiment me créer une nouvelle variable. Fait que je vais chercher la variable à recoder et je vais venir dans la partie droite, choisir le nom de la nouvelle variable qui va recevoir le résultat. Fait que je vais l'appeler cours 2 littéral. Important d'appuyer sur Change pour modifier le point d'interrogation par le nom de la variable. Bon, maintenant, il va falloir que je lui dise comment recoder la variable. Donc, j'ai un bouton ici qui va faire en sorte que j'accède à une nouvelle fenêtre de dialogue où dans la partie gauche, je vais mettre les intervalles de valeurs et dans la partie droite, la nouvelle valeur prise. Donc ici, quand je veux recoder, fait que j'ai une variable continue que je veux recoder en catégorie, en fait, c'est les fonctions d'intervalle, les intervalles, les ranges qui vont m'intéresser pour le faire. Donc, pour le premier intervalle, je vais utiliser de la plus petite valeur à une certaine borne que je vais venir identifier. Fait que de la plus petite note jusqu'à 60, bien, ça va devenir mon groupe numéro 1. Je vais faire Add pour venir l'ajouter dans le premier groupe que je viens de créer. Je vais créer un deuxième groupe. Là, cette fois-ci, je vais devoir mettre à la fois la borne inférieure et supérieure. Donc, de 60 à 70, ça va être mon groupe 2. Ensuite, de 70 à 80, ça va être mon groupe 3. De 80 à 90, ça va être mon groupe 4. Et finalement, là, je peux encore une fois utiliser une fonctionnalité qui me permet juste de mettre la borne inférieure parce que c'est de cette borne-là jusqu'à la plus grande valeur retrouvée. Donc, 90 et plus va être mon groupe 5. On continue. Et je vais faire OK. Encore une fois, une nouvelle colonne vient de s'ajouter. Ici, avec les valeurs 1, 2, 3, 4 et 5. Évidemment, c'est une codification. Hein. Je vous ai parlé plutôt de note littérale. Donc, on pourrait cette fois-ci utiliser les libellés pour venir identifier que 5 veut dire A, 4 veut dire B et ainsi de suite. OK. Maintenant, j'aimerais travailler avec un sous-ensemble d'étudiants, donc les étudiants qui ont fait leur tronc commun à l'automne 2020. Donc, en premier, ce que je vais faire, je vais venir modifier le nom de mon jeu de données qui est entre crochets. Ici, pour mieux me repérer, parce que quand je commence à avoir plusieurs jeux de données ouverts dans une même session, ça me permet de les repérer plus facilement. Donc, je vais dans File, Rename Dataset et je vais l'appeler étudiant. Ça vient juste modifier le petit crochet en haut, puis c'est un nom temporaire pour la session de travail. Maintenant, je vais faire une sélection de certaines observations, hein, ceux qui ont fait le tronc commun à l'automne 2020. Alors, je vais dans Data, Select Cases. Dans la boîte de dialogue, je vais venir sélectionner que je vais mettre une condition pour faire la sélection des observations qui m'intéressent. Donc, dans If, j'ai une deuxième boîte de dialogue qui me permet de spécifier ma condition. Donc, ma condition va être faite sur une variable qui existe, qui est la variable session, que j'amène ici à droite. Et je veux que session soit égale. Et comme c'est une variable de type chaîne de caractères, je vais encadrer de guillemets. Et je veux que le contenu de cette variable-là soit égal à grand A 2020. Important que ça soit écrit exactement comme dans le fichier de données.
Une fois la condition spécifiée, je continue et ça me ramène à ma boîte de dialogue initiale. Et là, je vais dire ici en bas dans mon output que je veux venir mettre mes observations sélectionnées dans un jeu de données auquel je vais donner un nom et je vais l'appeler simplement A2020. OK. Alors maintenant, je me retrouve avec un nouveau jeu de données. Donc, le jeu de données étudiant qu'on avait précédemment n'a pas été altéré. Donc, il reste tel quel. Les observations qui m'intéressent ont été mises, elles, dans un nouveau jeu de données. Fait que les deux sont présentement ouverts dans ma session de travail. Alors, si je veux faire des analyses juste sur le groupe d'étudiants en question, bien là, je peux travailler sur le jeu de données. Si je veux faire des analyses sur l'ensemble des étudiants, bien là, je reviens à mon jeu de données précédent, qui est le jeu de données avec les 30 étudiants. Donc, on va travailler maintenant avec les 30 étudiants. On veut faire des statistiques descriptives. Donc, on s'en va dans le menu Analyse ici. Et il y a un menu qui est consacré aux analyses descriptives. En fait, je vous montre des commandes qu'il y a sous ce menu-là uniquement. Donc, descriptive, et on va commencer avec un tableau de fréquence. J'ai la liste de toutes les variables. Donc, je peux utiliser toutes les variables de mon jeu de données pour faire des tableaux de fréquence. Évidemment, les tableaux de fréquence sont appropriés pour les variables catégorielles. Donc, on va en faire un pour la variable session. Ici. Une fois ma variable sélectionnée, donc j'amène à droite les variables pour lesquelles je veux des tableaux de fréquence. Je fais OK. Mon tableau de fréquence va être produit dans la fenêtre de sortie, la fenêtre de résultats. Donc, j'ai un tableau qui me permet de voir que j'ai 15 étudiants qui ont fait le tronc commun à l'automne et 15 étudiants qui l'ont fait plutôt à l'hiver. Lorsque je veux faire des analyses, que je veux produire des tableaux, au préalable, je dois toujours aller me positionner sur le jeu de données à partir duquel je veux travailler. Et ensuite de ça, j'accède au menu. Fait que je retourne sous le menu Analyse, Descriptive. Et là, cette fois-ci, je veux sortir des moyennes. Fait que je vais dans la commande Descriptive et j'aimerais calculer les moyennes de mes étudiants aux différents cours. Donc, cours 1 jusqu'à cours 5, c'est les 5 variables que je vais sélectionner. Je fais OK. Et là, ça me permet d'avoir un tableau où, bon, je n'ai pas juste les moyennes qui ont été calculées, j'ai le nombre de valeurs valides, c'est-à-dire que ce n'est pas toujours 30. Hein, s'il y a eu des valeurs manquantes, comme par exemple le cours 1, j'ai 3 valeurs manquantes, donc j'ai 27 valeurs valides. Il y a aussi le minimum, le maximum, la moyenne et l'écart type qui ont été produits pour les 5 variables que j'ai préalablement sélectionnées. Maintenant, pour les autres types d'analyse statistique, vous les retrouvez tous sous le menu Analyse. Dans comparaison de moyenne, c'est là que vous avez les tests d'hypothèse qui permettent de comparer entre elles deux moyennes ou plusieurs moyennes. Fait que vous pouvez faire un ANOVA, un facteur, par exemple. Vous avez sous ce menu-là un menu pour les tests non paramétriques. Vous avez un menu pour effectuer vos corrélations. Et vous avez plusieurs menus pour faire des modèles multivariés, comme des modèles, par exemple, de régression, ici. Maintenant, on va refaire un petit exemple. Donc, je vais retourner dans le menu transformer au moment où on crée des nouvelles variables. Dans Compute, et là, bon, évidemment, hein, je l'avais déjà mentionné, la dernière chose qu'on a fait a été gardée en mémoire. Donc, la dernière fois que j'ai utilisé la commande compute, c'était pour créer ma variable moyenne fonction. Donc, c'est ce qu'on voit dans notre boîte de dialogue. Cette fois-ci, au lieu de faire OK, j'ai utilisé un bouton à côté qui s'appelle Paste. Si vous êtes en français, qui va s'appeler Coller. Je vais le faire immédiatement. On va voir ce que ça nous donne. En fait, là, ma fenêtre de syntaxe qui n'était toujours pas ouverte dans mon logiciel pour l'instant, c'est ouverte. C'est la fenêtre où je peux faire de la programmation. Et le bouton Paste a permis de générer le code nécessaire pour faire le calcul de ma variable. Alors,
En SPSS, vous avez effectivement l'opportunité de l'utiliser sans programmation, mais vous avez aussi la fonctionnalité que votre code, si vous voulez utiliser la syntaxe, peut se générer de façon automatique avec le bouton Paste. Pourquoi on voudrait faire ça? Bien, ça nous permet de garder un suivi des manipulations qu'on a faites. Et si on a à recommencer, mais c'est beaucoup plus rapide. Et si on a, par exemple, des données analysées de façon périodique, bien, on peut se bâtir un programme et là, automatiser l'analyse de nos données. Donc, ça devient, le temps d'analyse devient très, très, très rapide d'une période à une autre, étant donné qu'on a bâti un programme qui fait tout ça automatiquement. Je vais retourner, bon, je me repositionne sur mes données. Je vais retourner encore une fois dans mon menu Transform Compute, donc dans la même boîte de dialogue. Dans toutes les boîtes de dialogue, vous avez toujours le menu pour accéder à l'aide, fait que aide ou help. Si vous l'utilisez, vous allez directement vers l'aide en ligne de SPSS, puis en ayant passé via une boîte de dialogue, bien, ça m'amène directement sur la page qui correspond à la commande en question. Fait que là, vous pouvez avoir de l'information. Entre autres, quand vous allez dans le menu d'aide, moi, je l'ai fait au préalable, vous pouvez accéder à de l'information, par exemple, sur les règles de dénomination. Donc, vous voulez créer une nouvelle variable, vous avez le choix, vous devez choisir un nom pour la nouvelle variable, bien, il y a des règles à respecter. Fait que tout ça est mentionné dans l'aide. Qu'est-ce que vous pouvez choisir, qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire dans un nom de variable. Évidemment, si vous n'êtes pas dans une boîte de dialogue, que vous voulez de l'aide un peu plus générale, il y a le menu Help ici. En allant dans Topic, Sujet, vous pouvez faire une recherche par sujet pour tomber sur les différentes commandes, les différentes manipulations pour lesquelles vous voulez de l'information additionnelle. OK. On a fait le tour de nos 12 leçons ici. Maintenant, pour aller un petit peu plus loin, comment Numéa peut vous accompagner? En fait, la firme Numéa offre des formations sur le logiciel, entre autres IBM SPSS Statistique là, depuis 2010. Pas juste uniquement sur ce logiciel-là, mais entre autres, c'est un logiciel qu'on connaît très bien. Okay. On offre chaque année des formations de groupe qui sont surtout adaptés aux besoins de la communauté scientifique. On offre aussi à nos clients des formations en entreprise qu'on adapte à leurs propres besoins, à leur propre réalité. Je vous mentionnais que nos formations pouvaient se faire sur le logiciel IBM SPSS Statistique, mais aussi on offre des formations sur R, sur SAS, sur d'autres types de logiciels, M+, entre autres. Parfois, c'est des formations aussi sur l'analyse statistique en tant que telle. Donc, c'est quoi ça? Bien, on fait une journée de formation, donc 6 heures de formation où là, on cible une technique en particulier. Nos formations sont très pratiques, donc on va utiliser un logiciel qui pourrait être le logiciel IBM SPSS Statistique. Donc, à ce moment-là, tous les exemples, les manipulations se font à même le logiciel. Donc, ça vous permet d'apprendre à comment le faire, quels sont les résultats produits par le logiciel, puis comment les interpréter. Fait qu'on a différentes offres de formation et pour en savoir plus, vous pouvez visiter notre site Internet. On est partenaire d'IBM depuis 2013. Ça veut dire quoi être partenaire d'IBM? Bien, on s'occupe de la vente, du renouvellement, du support pour nos clients sur le logiciel IBM SPSS Statistique, mais aussi d'autres logiciels analytiques comme Watson ou SPSS Modeler, entre autres. Donc, c'est quoi l'avantage de nous consulter si vous avez besoin du logiciel? Bien, en fait, nous, c'est un logiciel qui peut être quand même assez complexe, hein, qui est fait par différents modules.
Fait qu'on va selon vos besoins, puis on va bien les comprendre, vos besoins, puisque nos experts ont des formations en statistique et ils travaillent depuis plus de 20 ans avec le logiciel IBM. Alors, si vous nous faites part de vos besoins, on va savoir exactement quel module vous avez besoin dans SPSS. Donc, vous allez vraiment payer pour ce que vous avez besoin. Et aussi, sachez qu'il y a façon d'avoir des accès temporaires au logiciel. Donc, vous pouvez décider pour une analyse en particulier d'avoir besoin du logiciel pour une période temporaire. Donc, vous l'achetez pour cette période-là, puis après ça, vous n'avez pas à payer la licence pour les mois suivants. Fait que tout ça, on peut répondre à vos questions si vous en avez. Même chose, vous pouvez visiter notre site Internet ou nous contacter là, directement, contacter les experts de Numera. Je vous remercie. Si vous avez des questions, vous avez nos coordonnées.